Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Éric Gallo. Il fait nuit noire ce 14 novembre 2019 à Montauban, quand soudain, des coups de feu claquent. Un adolescent sort paniqué de sa maison et court prévenir ses voisins. Sa mère et sa petite amie viennent d'être froidement abattues. Quel drame s'est joué derrière les murs de ce pavillon? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Toute cette histoire commence dans le sud de la France, à Montauban, une ville d'environ 60 000 habitants, située à une 50aine de kilomètres au nord de Toulouse. C'est l'annexe de la ville rose qui est Toulouse et Montauban aussi. Séverine Lheureux, avocate des parties civiles. C'est une ville qui dégage cette couleur très particulière, surtout lorsque le soleil éclaire les façades d'un grand nombre de maisons. Montauban, c'est une grande ville en superficie, mais ça reste un petit village. Max Lagarrigue, journaliste à la Dépêche du Midi. C'est un petit village où il fait bon vivre, il y a du soleil quasiment toute l'année et où la gastronomie est reine. C'est dans cette ville accueillante qu'Émilie Guérard vit depuis toujours, entourée par une famille dont elle est très proche. Sa sœur, son père et sa mère, Marie-Pierre, qui se souvient d'elle avec émotion. Elle avait toujours la joie de vivre, la bonne humeur, souriante. Marie-Pierre Guérard, mère d'Émilie. Bon, tout le monde l'aimait bien parce qu'elle était avenante. Elle aimait être entourée de sa famille. À 38 ans, Émilie Guérard est agent immobilier indépendante à Montauban. Elle est la maman de Mehdi, un adolescent de 17 ans. Séparée du père de son fils quand elle était enceinte, elle n'a pas refait sa vie depuis. Émilie Guérard a toujours été décrite comme une maman aimante, une maman présente. Diane Payrou, avocate des parties civiles. Qui avait élevé Mehdi toute seule, en mère célibataire. Mehdi, pour elle, c'était tout, quoi. Elle faisait tout pour lui, elle le gâtait, elle l'emmenait partout. Il y avait beaucoup de complicité avec Mehdi, des rires. En fait, elle voulait toujours que son fils soit heureux. Grâce à l'amour de sa mère, Mehdi est devenu un lycéen joyeux et épanoui. À tout juste 17 ans, il est en couple depuis 3 ans avec Laura. Cette jeune fille de 18 ans vient d'un village à côté de Montauban. Une très jolie adolescente qui fait la fierté de son père, Thierry Maclou. Laura, c'était une fille souriante, elle était pleine de vie. Thierry Maclou, père de Laura. Toujours en train de faire des blagues. Laura, c'était la joie de vivre, quoi. C'était une fille très gentille. Moi, je l'aimais beaucoup, Laura. Elle avait toujours le sourire, très agréable. Ils allaient bien ensemble. Hein. C'était un beau petit couple. C'était un couple plein d'amour. Même Laura me disait que c'était l'homme de sa vie. Moi aussi, j'aimais bien Mehdi. C'était un garçon très poli. C'était quelqu'un de très, très respectueux. Ainsi s'écoule l'existence heureuse de ces deux familles comblées par l'amour qui unit le jeune couple. Jusqu'à cette soirée du 14 novembre 2019. Cette nuit-là, rue Gameau, à Montauban, tout le monde dort paisiblement.
Émilie, son fils Mehdi, et Laura, qui est venue passer la nuit chez son copain. Une tranquillité qui va être déchirée à 3h50 du matin. Le voisinage est réveillé par les cris absolument terrifiés d'un jeune garçon qui se met à frapper aux portes de l'ensemble des voisins en appelant au secours. Ses voisins vont se réveiller en sursaut. Delphine Velter, journaliste, police-justice. Ils ne comprennent pas trop ce qui se passe et ils vont entendre des cris, mais de quelqu'un qui est apeuré, qui appelle à l'aide, aidez-moi, au secours. Alors qu'elle entend tambouriner à sa porte, l'une des voisines se jette à sa fenêtre pour savoir qui pousse ces cris. Cette dame va aller regarder à travers la fenêtre et elle va voir qu'il s'agit de Mehdi, le petit voisin. Donc tout de suite, elle se précipite à sa porte pour lui ouvrir. Et elle voit ce jeune homme dans un état catastrophique. Il est quasi nu, il ne porte qu'un caleçon. Ce qui est étonnant par cette nuit d'hiver. Mehdi est en sang, Mehdi a énormément de sang sur lui. Il est blessé. Mehdi a des plaies saignantes au niveau des mains. Mehdi, à ce moment-là, est dans un état absolument de terreur. On voit bien que ce garçon-là vient manifestement de voir quelque chose d'abominable. La voisine met tout de suite le jeune homme à l'abri chez elle, puis elle s'empresse d'appeler le commissariat. Quelques minutes plus tard, des policiers arrivent rue Gameau. Mehdi se précipite vers eux. L'adolescent paraît traumatisé. Ils se rendent compte qu'il est dans l'incapacité d'avoir un discours clair et rationnel. Ses propos sont confus, mélangés. Il est dans un état de choc absolu. Il n'arrive pas finalement à expliquer ce qui a pu se passer. Il parle de sa maman, il parle qu'elle est blessée, il parle d'un agresseur. Mehdi n'est pas en état d'être interrogé pour le moment. Il est hagard et surtout, il présente de graves blessures aux mains. Les pompiers sont immédiatement alertés pour le prendre en charge. Il faut absolument le soigner, il continue de saigner abondamment, il fait froid, il est dehors, il faut absolument le conduire à l'hôpital, c'est ce qui va être fait. Et personne encore n'a osé pénétrer dans le domicile familial des Guérard. On comprend qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave au sein de cette maison familiale. Les secours repartent avec Mehdi, direction les urgences. Les policiers, eux, pénètrent dans la maison où il vit avec sa mère, Émilie. Ils sont loin d'imaginer ce qui les attend à l'intérieur. La porte est entr'ouverte, des gouttelettes de sang maculent le carrelage de la maison dès l'entrée. Les policiers, ils se rendent compte que toutes les lumières sont allumées, alors qu'on est en pleine nuit, et qu'un silence de mort règne dans la maison. Et puis, en marchant un petit peu dans l'entrée, ils vont constater l'horreur, une scène effroyable. Ils vont découvrir le corps d'une femme en bas des escaliers, baignant dans une mare de sang. Et ce corps, il s'agit d'Émilie Guérard, la maman de Mehdi. Émilie Guérard est habillée en tenue de nuit. Elle est allongée au sol, en position quasi fétale, et tout autour d'elle, des projections de sang tapissent le mur, la cage d'escalier. Il y a du sang absolument partout. Passé le choc, les fonctionnaires procèdent à un premier examen du corps. Et pour eux, il ne fait aucun doute qu'Émilie Guérard a été sauvagement tuée.
Elle porte 40 plaies sur elle, y compris des plaies de défense au niveau des mains. Ce sont des plaies provoquées par un objet pointu et tranchant. Et puis, on va aussi constater qu'elle a une balle qui est au niveau de la jugulaire. On voit bien que la scène a dû être atroce et que les souffrances ont dû être terribles pour Émilie. Les policiers enjambent le corps d'Émilie Guérard, puis ils s'engagent dans l'escalier qui mène jusqu'à l'étage, le plus silencieusement possible. On ne sait pas si l'agresseur est encore à l'intérieur, donc il faut faire preuve de beaucoup de prudence. Ils progressent lentement, avec précaution, la main sur leur arme, donc ils avancent très prudemment. L'équipe de police retient son souffle. À l'étage, les lumières sont éteintes. C'est l'obscurité la plus totale. La tension est à son maximum. Ils vont donc progresser à la seule lumière de leur torche. Séverine Lheureux, avocate des parties civiles. Et balayent le palier. Et dans la lumière de leur lampe torche, ils aperçoivent un second corps, également gisant dans une mare de sang. Et bon, on ne peut que constater que le corps de cette jeune femme est celui de Laura, la petite amie de Mehdi. Elle a été tuée par une balle logée en plein cœur. Ils sont face à une deuxième scène de crime absolument épouvantable. La jeune Laura a été abattue devant l'entrée de la chambre de Mehdi. Elle aussi est en tenue de nuit. Et juste à côté, les policiers découvrent un fusil de chasse à canoncier. Pour eux, c'est la sidération. Émilie Guérard, 38 ans, et sa belle-fille de 18 ans ont été massacrées toutes les deux. C'est un vrai carnage. Certains enquêteurs diront même que c'était une boucherie. On est dans l'horreur absolue. C'est la maison de l'horreur. Quand on voit l'état de cette maison, le sang qui recouvre les murs, le sol, les meubles, il y en a absolument partout, on se demande mais qui a pu commettre une horreur pareille ? L'affaire est aussitôt confiée à la police judiciaire de Toulouse. Première urgence pour ces enquêteurs chevronnés, interroger le jeune Mehdi. C'est lui, le seul rescapé, et surtout, le seul témoin des faits. Mehdi a subi une lourde opération pour réparer ses mains. Il a eu des tendons sectionnés. Ça a été une opération de plusieurs heures. Il a dû être opéré sous anesthésie générale, c'est quand même quelque chose de très lourd, mais les policiers ne peuvent pas attendre, et on y va. Il faut qu'il raconte. Et nous menons effectivement les premières questions au sein même de cette chambre, autour de son lit, entre les divers policiers. Diane Payrou, avocate des parties civiles. C'est fondamental, c'est prioritaire, ça doit être fait immédiatement. Mehdi est encore sous l'effet de l'anesthésie générale. Il trouve pourtant la force de répondre aux questions des policiers. Alors, que s'est-il passé ? Il raconte que cette nuit-là, il y a encore quelques heures à peine, il était à l'étage avec sa petite amie Laura, dans leur chambre, ils dormaient tous les deux, et puis, vers 3h30, 4h moins le quart, ils sont réveillés par des cris. Il entend que c'est sa mère qui crie. Mehdi comprend très rapidement qu'il y a un problème, un grave problème, que sa mère est en danger. Il décide de se lever pour aller au secours de sa maman. Il se précipite, il sort de la chambre, Laura est sur ses talons, elle restera en haut de l'escalier, Mehdi, quant à lui, descend rapidement, et au bas de l'escalier, et là, il voit sa mère être agressée. Sa mère est en train de subir une agression chez elle. Max Lagarrigue, journaliste à la Dépêche du Midi. Avec un homme donc armé d'un énorme piquet de clôture aiguisé sur plusieurs centimètres et qui lui met des coups. Elle crie, elle hurle.
Face aux policiers, Mehdi poursuit difficilement son récit. Mais à quoi ressemblait cet intrus qui s'en prenait si violemment à sa maman? Il parle d'un homme habillé d'une parka, avec une capuche sur la tête. Il est blanc, quelqu'un qui aurait une 60aine d'années. Cet homme, Mehdi le voit en train de piquer, de lacérer le corps de sa mère, qui se débat et qui crie face à lui. Il y a Laura qui est restée en haut de l'escalier, qui voit cette scène depuis la cage, cette scène d'épouvante. Et Mehdi qui est pris dans cette vision d'horreur, ça ressemble à un cauchemar. Face à cela, son réflexe, c'est de se jeter sur cet homme qui est en train, finalement, de poignarder sa mère à mort. Il donne un coup de poing à l'agresseur, il essaie de le désarmer. Il y a un échange de coups, et c'est à ce moment-là que l'agresseur sort de son sac à dos qu'il apporte avec lui, un fusil à canon scié. Et il va mettre en joue Mehdi. Mehdi va devoir rebrousser chemin, laisser sa mère et essayer de se protéger. Sous la menace de l'arme à feu, Mehdi remonte 4 à 4 les escaliers jusqu'à Laura, qui est sur le palier. Seule issue pour le couple, s'enfermer dans sa chambre. Mehdi va pousser la porte qui n'a pas de clé. Il la pousse aussi fort qu'il peut. Il va maintenir la porte, il va la bloquer de manière à ce que l'homme ne puisse pas rentrer. C'est un film d'horreur, hein. C'est digne des plus grands films d'horreur. L'individu, en rage, frappe de toutes ses forces contre la porte. Laura se recroqueville sur le lit, tétanisée. Mehdi, lui, tente coûte que coûte de résister avec toute l'énergie qui lui reste. À ce moment-là, il y a une pression de l'agresseur qui pousse derrière cette porte dont la poignée va finir par céder. La porte donc s'ouvre et l'agresseur se retrouve face à Mehdi et Laura. Et les deux adolescents se recroquevillent ensemble sur le lit pendant que l'homme, toujours armé, rentre dans la chambre. Il n'y a pas d'issue possible pour Mehdi et pour Laura. Son fusil toujours en main, l'homme s'approche de Mehdi et de Laura. Des secondes interminables. Mehdi et Laura sont sur le lit, absolument terrifiés, et l'homme va tenter de porter un premier coup avec cet objet tranchant en direction de Laura. Mehdi se jette au-devant du danger pour empêcher Laura d'être blessée. Laura va tenter de fuir cette scène quand Mehdi fait face à son agresseur, mais elle n'aura même pas le temps d'atteindre la porte de la chambre. L'homme va viser Laura et il va l'exécuter. Delphine Velter, journaliste, police-justice. Une balle va partir et va se loger en plein dans son cœur. Et elle va complètement s'effondrer. Laura tombe, inerte, sur le seuil de la porte. Malgré le choc extrême, Mehdi tente l'impossible dans un ultime effort désespéré. Il bondit sur l'homme. Il le saisit par le cou. Il réussit à le retourner et à le désarmer. Au prix de profondes entailles sur ses mains, mais il ne ressent même pas la douleur à cet instant. Mehdi va frapper violemment l'agresseur. Il le frappe au visage. Il va même essayer de l'étrangler. Mehdi réussit à s'emparer du piquet de clôture. À plusieurs reprises, il frappe son agresseur avec ce piquet de clôture au niveau du thorax. Et il le frappe, jusqu'à ce que l'homme ne bouge plus. À ce moment-là, Mehdi pense que son agresseur est mort. L'inconnu gît au beau milieu de la chambre. Dès lors, Mehdi n'a plus qu'une seule idée en tête, sortir au plus vite de la maison. C'est à ce moment-là qu'il a été secouru par la voisine. Ce récit a épuisé le jeune garçon, et les policiers ont devant eux un adolescent totalement anéanti.
Mehdi a perdu les 2 femmes de sa vie, sa maman, qui était tout pour lui, et sa petite amie, sans qui il ne se voyait pas vivre. Il n'a pas pu sauver les 2 personnes qu'il aime le plus au monde. Je crois ce qu'on peut imaginer de plus abominable. Il ne peut rien arriver de pire à 17 ans. 15 novembre 2019. Le jour n'est pas encore levé sur Montauban. Les familles des 2 victimes ne sont pas au courant de la tuerie de la rue Gameau. Mehdi, lui, est toujours interrogé sur son lit d'hôpital. C'est à cet instant précis, aux dernières heures de la nuit, que l'affaire bascule. Car en parallèle de son audition, d'autres policiers continuent de travailler sur les 2 scènes de crime. Et plusieurs éléments contredisent son récit. Il n'y a pas de trace d'effraction dans cette maison. La porte n'a pas été forcée. La clé même est restée dessus. Elle est à l'intérieur. Les fenêtres n'ont pas été ouvertes de l'extérieur, ni brisées. Donc pour les enquêteurs, il n'y a pas eu d'intrusion. Voilà qui laisse les policiers perplexes, car d'après Mehdi, un individu armé se trouvait dans la maison, et il s'est battu avec lui. Mehdi a quitté les lieux en laissant le corps de l'agresseur, Séverine Lheureux, avocate des parties civiles. dont il est absolument certain de l'avoir frappé au niveau de l'abdomen avec l'objet piquant tranchant. Mehdi dit « je l'ai tué ». Sauf que ils sont bien obligés de se rendre à l'évidence. Dans cette maison, il n'y a que 2 cadavres. Donc s'il avait tué l'agresseur, où est-il ? Cet agresseur que décrit Mehdi, mais c'est un fantôme. Il s'est soit volatilisé, soit dans l'esprit des enquêteurs, il n'a jamais existé. Et si son histoire d'agresseur fantôme n'était que pure invention de sa part ? Les policiers doivent en avoir le cœur net. Et très vite, l'audition de la voisine chez qui il s'est réfugié achève de semer le doute. Elle va dire que quand elle a accueilli Mehdi à son domicile, il va dire « aidez-moi, j'ai fait une bêtise, je crois que je l'ai tué ». Et alors là, cette phrase « je l'ai tué », ça va faire tilt aux enquêteurs. Ce qui laisse entendre que ça peut être lui qui est passé à l'acte, qui a tué sa mère. Et les enquêteurs émettent l'hypothèse que les blessures de Mehdi pourraient provenir du moment où il aurait blessé lui-même sa maman. Mehdi a-t-il imaginé toute cette histoire afin de se disculper ? N'aurait-il pas tué lui-même sa mère et sa petite amie ? Quand les enquêteurs vont lui demander des explications au sujet de cette phrase « je l'ai tué », Mehdi va dire « mais oui, en fait, j'ai prononcé cette phrase parce que je me suis battue avec l'agresseur et je l'ai poignardé. Donc pour moi, je l'avais tué. Et je ne parlais absolument pas de ma mère. » Les enquêteurs ne sont pas convaincus par sa version des faits. Alors à 6h30 du matin, le couperet tombe. Ils décident de le placer en garde à vue. Mehdi va se retrouver accusé de les avoir tués. Et la garde à vue débute au sein même de l'hôpital, alors même qu'il est alité. Diane Payrou, avocate des parties civiles. Alors même que des soins lui sont prodigués. Donc on est dans un contexte très particulier de placement en garde à vue. Le voilà entouré par les hommes de la PJ de Toulouse. Pour le jeune garçon qui est encore mineur, cette nuit de novembre 2019 vire décidément au cauchemar. Mehdi ne comprend absolument pas ce qui est en train de se passer, ne comprend absolument pas la décision qui vient de lui être annoncée. Il va crier son innocence, il va dire mais j'ai pas tué ma mère, j'ai pas tué ma petite amie, il y avait cet homme-là, c'est lui l'agresseur, c'est lui qu'il faut aller chercher, vous faites erreur. Pendant que Mehdi clame son innocence en garde à vue, le jour s'est levé sur Montauban. Il est maintenant 10 heures. Un moment que Thierry, le père de Laura, n'oubliera jamais. J'étais en train de lire un article sur la Dépêche sur mon téléphone. Puis je vois rue Gameau
2 femmes retrouvées mortes, sauvagement assassinées, 18 ans, 38 ans, rue Gamon. Thierry Maclou, père de Laura. Puis là, je me dis non. Mais c'est pas possible, ça peut pas être... Et puis là, j'entends taper à la porte, et puis je vois les 2 gendarmes. Puis les gendarmes me disent, Monsieur Maclou, je suis désolé, je viens vous dire que votre fille, Laura, est décédée. Elle s'est fait tirer dessus. Et là, je commence à crier, c'est pas possible et tout. Et puis là, ma femme a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, Laura, elle est morte. Et puis là, je m'effondre. Ça a été la descente aux enfers. L'onde de choc se propage dans les familles des 2 victimes. Marie-Pierre, la maman d'Émilie Guérard, est prévenue à son tour. Allez, j'ai hurlé, j'ai pleuré, j'ai crié. Je disais, c'est pas possible. J'étais dans un autre monde là, j'étais sous le choc. Marie-Pierre Guérard, mère d'Émilie. J'ai quitté le monde des vivants là, je ne suis plus là, je suis là mais sans être là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison pour qu'il y ait un carnage comme ça, quoi? Qui est ce fou qui est rentré dans cette maison pour faire un carnage comme ça? Et pourquoi? Après leur avoir annoncé le pire, les enquêteurs n'en ont pas fini. Ils doivent maintenant informer les familles que c'est Mehdi qui serait l'auteur du double meurtre. Je dis, mais non, c'est pas Mehdi, c'est pas possible. C'est pas lui, il peut pas avoir fait ça, Mehdi. Mehdi, il est tellement sensible. Il voit une tache de sang, il tombe pas dans les pommes. Je dis, c'est pas vrai. Et je dis, mais Mehdi, jamais il aurait fait du mal à ma fille. C'est impossible que Mehdi fasse du mal à ma fille. Puis sa mère, c'était tout pour lui, quoi. C'est une maman qui l'a élevée toute seule. Je veux dire, sa maman, c'était sa maman, quoi. Non, pour moi, c'était de l'impossible que Mehdi aurait fait du mal ni à sa mère, ni à ma fille. C'est de l'impossible, ça. Alors que sa garde à vue se poursuit à l'hôpital, d'autres policiers continuent de fouiller la maison. Ils saisissent son ordinateur et font une première découverte intéressante. Encore quelques heures avant les faits, il regardait une série à base de zombies. Ce que décrit Mehdi, c'est un véritable scénario de film d'horreur. Max Lagarrigue, journaliste à la Dépêche du Midi. Digne d'une série Netflix, puisque s'il en est très friand. Et donc là, les policiers vont se dire, est-ce qu'il n'aurait pas voulu reproduire tous ces films d'horreur qu'il regardait quotidiennement, quoi. D'autant que certains témoins interrogés parlent de Mehdi comme d'un jeune en pleine crise d'adolescence. Et ça n'est pas tout. Les enquêteurs tombent sur un autre élément dans la maison, un élément qui l'incrimine encore davantage. Ils vont découvrir 2 antennes, et il s'agit d'antennes de brouilleurs de téléphone. Et ils ne trouvent pas le boîtier, ils ne trouvent que les 2 antennes. Un brouilleur, c'est un petit boîtier, un dispositif qui a vocation, comme son nom l'indique, à brouiller. À brouiller quoi? Les liaisons téléphoniques. En clair, empêcher de téléphoner ou d'envoyer des SMS. Et il se demande si Mehdi n'avait pas utilisé ce brouilleur de téléphone. Delphine Velter, journaliste, police-justice. Pour que sa mère et sa petite amie n'aient pas le temps ou ne puissent pas appeler les secours ou la police. Alors que les soupçons se concentrent sur le jeune Mehdi, le jour même, les médias s'emparent de l'affaire. Mais tout d'abord, cette nuit, tragique à Montauban, un double meurtre dans une maison près de la gare. Une jeune femme de 18 ans, une femme de 38 ans. Thierry Santous, vous êtes sur place. Oui, c'est dans la maison que vous voyez derrière moi, juste la maison à étage, que s'est produit ce qui semble être un double assassinat. Cette famille n'était pas connue pour avoir des problèmes dans le quartier, et le plus proche voisin que j'ai rencontré il y a quelques minutes, la maison juste à côté, n'a absolument rien entendu ce matin à 4 heures. Cette histoire effroyable fait l'effet d'une bombe dans la région.
Mais ces gros titres en une de tous les journaux vont aussi avoir un effet inattendu. Et une nouvelle fois, l'enquête va basculer. 10 heures après le massacre de la rue Gameau, une certaine Béatrice se présente aux policiers. C'est une amie très proche d'Émilie, avec qui elle a justement déjeuné la veille. Et la mère de famille lui a fait une confidence. Émilie semblait soucieuse. Elle lui raconte qu'elle a des loyers impayés, presque 3 000 € de loyers impayés. Évidemment, ça la contrarie. Et elle va raconter à Béatrice qu'elle doit voir donc ce propriétaire le soir même. Ça la stresse un peu parce qu'elle n'a pas l'argent pour le payer. Elle va dire à son amie « J'ai peur que ça se passe mal ». Béatrice poursuit son témoignage. Cet homme, dit-elle, s'appelle Éric Gallo et elle le connaît très bien puisque c'est également son propriétaire. Elle vient même, ajoute-t-elle, de le croiser dans les rues de Montauban 1 heure auparavant, et quelque chose l'a tout de suite frappée. Elle va dire aux enquêteurs que Éric Gallo, il présentait un œil au beurre noir, qu'il n'avait pas la veille lorsqu'elle l'avait déjà vu. Et elle va lui poser la question pour savoir ce qui lui est arrivé à son visage et il va sembler gêné. Éric Gallo est alors fuyant, évasif sur sa blessure. Donc, elle va pas vraiment savoir ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce détail l'a interpellée. Cette histoire de propriétaire et ses dettes de loyer accumulées par Émilie ont de quoi intriguer les policiers. Une nouvelle hypothèse émerge alors. Et si Mehdi, finalement, avait dit la vérité? Éric Gallo pourrait-il être l'agresseur fantôme? Pour le savoir, il se renseigne discrètement sur lui. C'est un homme assez connu à Montauban et qui n'a pas d'antécédents judiciaires. Éric Gallo, il a 58 ans. C'est une forme de notable. Il a un vaste patrimoine immobilier qu'il a constitué de lui-même. 15 appartements, 11 box et 3 maisons, ainsi qu'un pas de porte d'un commerce, donc qui lui apporte des revenus très confortables. Il a plus de 7 000 € qui tombent chaque mois, juste avec la gestion de son parc immobilier. Donc, il vit confortablement. En résumé, Éric Gallo est un père de famille sans histoire. Il a un fils et il vit séparé de sa mère. Passionné de rugby, il profite au maximum de sa vie de célibataire. C'est quelqu'un qui est décrit comme très jovial, qui aime la bonne chère. Éric Gallo, c'est un épicurien. Il aime les bonnes tables, il aime bien manger, il se fait des bons restos. C'est un homme qui, incontestablement, est une figure de Montauban. Guy Debuisson, avocat de la défense. Ville dans laquelle il est parfaitement connu comme un honorable citoyen. Une chose est sûre, Éric Gallo n'a absolument pas le profil d'un tueur sanguinaire capable de telles atrocités. Pourtant, 12 heures après le double meurtre, la PJ décide de le convoquer pour une audition comme témoin. Les enquêteurs ne peuvent pas manquer de voir qu'il présente effectivement un hématome au niveau de l'œil. Les enquêteurs vont prendre des clichés où l'on voit très nettement apparaître cet œil au beurre noir qu'il présente à peine quelques heures après les faits. Séverine Lheureux, avocate des parties civiles. Bien sûr, on l'interroge. Comment expliquez-vous la présence de cet hématome au niveau de votre œil? Éric Gallo est très calme, très posé, et il donne une explication qui semble plausible aux enquêteurs. Il dit « je fais des travaux, je retape beaucoup de maisons, et durant ces travaux, je me suis cogné bêtement à une bétonnière, et c'est comme ça que je me suis fait cette blessure à l'œil. » Les policiers jugent cette explication crédible, mais ils interrogent Gallo sur ce fameux rendez-vous avec sa locataire Émilie, dont a parlé leur témoin.
Éric Gallo va répondre, mais écoutez, pas du tout. Je n'avais absolument pas rendez-vous avec Émilie Guérard le jour des faits. Alors les enquêteurs vont lui dire, ah bon, mais n'y avait-il pas une histoire d'argent entre vous? Il y avait quand même cette histoire de loyer impayé. Il dit aux enquêteurs, elle me doit à peine 3 000 € et on cherche des solutions ensemble pour régler ce problème. On allait trouver une solution, un arrangement, parce que j'ai beaucoup d'estime pour cette femme-là. C'est une femme courageuse, une mère qui élève seule son enfant, donc j'avais confiance, je savais qu'elle allait me rembourser. Face aux enquêteurs, Éric Gallo semble de bonne foi. Néanmoins, il y a encore un dernier point qu'il souhaiterait vérifier. Ils vont lui demander de retirer, en fait, son pull. Mehdi leur a dit qu'il avait poignardé son agresseur à l'aide du piquet de jardin. Et donc, ils veulent vérifier s'il y a des traces sur l'abdomen. Et lorsque Éric Gallo retire ses vêtements, ils vont constater qu'il n'y a aucune trace, aucune blessure. La deuxième piste, celle du propriétaire, s'éloigne. Surtout lorsqu'il présente la photographie d'Éric Gallo à Mehdi. Le jeune homme se trouve toujours en garde à vue à l'hôpital. Et il est catégorique. Ce n'est pas son agresseur. Mehdi innocente Éric Gallo, il ne s'agit donc pas de lui. Même si Éric Gallo n'est plus un suspect présumé de cette affaire, les enquêteurs, par précaution, recueillent son ADN. On ne sait jamais. À l'issue de son audition, Éric Gallo peut donc rentrer chez lui. Pour la police judiciaire, le meurtrier d'Émilie et de Laura ne peut être que Mehdi. Après 48 heures de garde à vue, l'adolescent est directement conduit de l'hôpital au tribunal de Montauban pour être présenté à un juge d'instruction. Marie-Pierre, sa grand-mère, a le droit de le voir quelques instants. Et il vient dans mes bras, il pleure, il dit « Mamie, c'est pas moi, c'est pas moi. Je pourrais pas faire une chose pareille. C'est ma maman, c'était Laura, ma chérie. Je peux pas. C'est pas moi, mamie. » Marie-Pierre Guérard, mère d'Émilie. Moi, je lui dis « Écoute, Mehdi, je sais que c'est pas toi. On va tout faire pour te sortir de là. Je sais que c'est pas toi. » C'est quand même lourd à porter, ça, hein, pour un enfant. C'est difficile. Et c'est aussi difficile pour nous. Mon intuition de grand-mère me disait que c'était pas Mehdi, c'était pas lui. Je savais très bien que c'était pas lui, c'était pas possible que ce soit lui. Thierry Maclou, père de Laura. Donc c'est quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle est encore dehors. Les suites dans l'affaire du double homicide de Montauban, le fils et compagnon des deux victimes est désormais le seul suspect. Il a été mis en examen et écroué provisoirement. Entendu par les enquêteurs, le jeune homme met en cause une personne comme étant l'agresseur, une deuxième version qui doit faire l'objet de vérification. Le mineur a été incarcéré provisoirement ici, au centre pénitentiaire de Lavore. Du fond de sa cellule, Mehdi continue de crier son innocence. Mais le juge d'instruction se montre intraitable. On lui refuse d'assister à l'enterrement de sa maman et l'enterrement de ma fille. J'ai trouvé ça inacceptable. Parce que pour lui, il fallait qu'il dise au revoir à sa maman. C'était important pour lui. Et à Laura aussi. Je crois qu'il a même eu une crise de nerfs, il était pas bien. Il voulait aller à l'enterrement. Pourquoi on l'a pas laissé sortir ? Parce que c'était toujours le suspect numéro 1. Pour la machine judiciaire, le dossier paraît tout simplement bouclé. Pourtant, cette affaire hors norme est loin d'avoir livré tous ses secrets. Car, 3 semaines après la tuerie, nouveau coup de théâtre. Lors de constatations dans la chambre de Mehdi, les policiers ont découvert une paire de lunettes d'homme. Un indice qui va venir tout bousculer. Ces lunettes ont bien sûr été analysées et les résultats du laboratoire qui viennent juste de tomber laissent les policiers sans voix. L'ADN qui est dessus, c'est celui d'Éric Gallo.
Ça, c'est un renversement absolu dans ce dossier. C'était les lunettes du propriétaire. Pourquoi les lunettes d'Éric Gallo étaient-elles sur la scène de crime, lui qui avait pourtant affirmé qu'il n'avait pas rencontré sa locataire? Pour le savoir, il le place immédiatement en garde à vue. Et dès la perquisition de son domicile, tout s'accélère. On va retrouver un brouilleur. Si l'on se rappelle, sur le lieu de commission des faits, on avait retrouvé déjà 2 antennes. Et chez Éric Gallo, les enquêteurs vont trouver un brouilleur qui est censé avoir 5 antennes et auquel il en manque 2. Et lorsqu'ils vont regarder d'un peu plus près, Delphine Velter, journaliste, police-justice. ils vont s'apercevoir que cette marque correspond exactement à la même marque des 2 antennes qui ont été retrouvées sur la scène de crime. Et là, jackpot pour les enquêteurs. La fouille de la maison d'Éric Gallo se poursuit en sa présence. Et dans le garage, les enquêteurs font alors une autre découverte ahurissante. On va retrouver des piquets de jardin qui rappellent furieusement ceux qui sont décrits par Mehdi. Un piquet de clôture que l'on aurait aiguisé. Et des piquets de clôture, il y en a plein le garage d'Éric Gallo. Et là, on voit à côté de ces piquets une meuleuse. Donc les enquêteurs se disent ok, on a compris, il a pu aiguiser en fait ce piquet à l'aide de sa meuleuse pour en faire une arme. Des indices accablants. Et ça n'est pas terminé. Pendant la perquisition, la police pulvérise aussi du Blue Star, ce révélateur chimique qui fait apparaître les taches de sang, y compris lorsqu'elles ont été nettoyées. Et là, c'est la stupeur. Il y a des traces de sang un peu partout. On va en retrouver dans la salle de bain, on va en retrouver sur des chaussures, on va en retrouver également dans sa voiture. Du sang, il y en a en réalité partout. Le résultat est là. Alors que la police pensait tenir son coupable, c'est sur Éric Gallo que les taux se resserrent inexorablement. Confronté à tous ces éléments, quelles vont être ses explications? Une fois au commissariat, le nouveau suspect accepte de répondre aux questions. Oui, il l'admet, il a menti. Il s'est effectivement rendu chez Émilie cette fameuse nuit. Mais ce n'est pas lui qui a eu l'idée de cette rencontre. Elle lui avait donné rendez-vous au milieu de la nuit, ça lui avait paru un peu bizarre. Il s'est dit, bon voilà, je vais prendre de quoi me défendre. Il était surpris de cette invitation nocturne. Max Lagarrigue, journaliste à la Dépêche du Midi. Et il a décidé d'y aller armé, si jamais il y avait une tension quelconque sur place. Éric Gallo continue sa confession. Et c'est une toute autre version qu'il va livrer. Comme le lui aurait demandé sa locataire, il arrive rue Gameau à 3h30 du matin. Il est équipé d'un fusil à canon scié et d'un piquet de clôture. Et comme il le craignait, la discussion dégénère. Éric Gallo va raconter que lorsqu'il arrive dans cette maison, donc Émilie le reçoit, mais très vite ça va s'envenimer. Elle va être agressive, l'insulter. Elle dit, de toute façon, je ne paierai rien du tout. Ton argent, tu peux t'asseoir dessus, je serai encore là dans un an. Séverine Lheureux, avocate des parties civiles. Comme elle parle fort et que le ton monte, eh bien, son fils Mehdi descend, en se montrant lui-même extrêmement agressif. Éric Gallo va expliquer que Mehdi se jette sur lui. Mehdi lui porte des coups. Et à ce moment-là, Éric Gallo n'a pas d'autre choix que de sortir son arme de son sac à dos. Et dans la bagarre, un coup va partir et va tuer Émilie. Éric Gallo jure que ce coup de feu est parti accidentellement. À ce moment-là,
Il est horrifié, dit-il, de voir sa locataire dans une mare de sang, mais il n'a pas le temps de reprendre ses esprits. Mehdi se rue de nouveau sur lui. Il va y avoir une course-poursuite, Mehdi va le poursuivre. La pris de panique, il va monter cet escalier et se réfugier dans la chambre de Mehdi. Et Mehdi va réussir à rentrer. Et là, une nouvelle bagarre va encore éclater sous les yeux de Laura. Alors qu'il est en train de se débattre aux prises avec un Mehdi devenu complètement fou et hyper agressif, là, une fois encore, un autre coup part, qui va tuer cette fois Laura. Éric Gallo est formel. Ce deuxième coup de feu était lui aussi involontaire. Sauf qu'ensuite, Mehdi serait entré dans un état de furie incontrôlable. Mehdi l'a frappé. Il reconnaît, eh bien oui, que l'œil au beurre noir qu'il portait à ce moment-là avait été causé par le jeune garçon. Il a été obligé de faire le mort pour que ça s'arrête. Et à un moment donné, il pense même avoir perdu connaissance. Et quand il s'est réveillé, Mehdi n'était plus là. Il quitte alors immédiatement les lieux parce qu'il a peur. Il est angoissé par la situation. Et il parle de Mehdi en disant que c'est un manipulateur, alors que lui-même se considère comme une victime. Éric Gallo vient de livrer sa version des faits. Mais dans l'esprit des enquêteurs, un tel scénario paraît improbable. Selon eux, le propriétaire s'est introduit sur place au milieu de la nuit grâce à son double des clés. On voit mal une mère de famille donner rendez-vous à son bailleur à 3 heures du matin pour régler un impayé qui dure depuis des mois. Qui peut croire que l'on parte dans l'idée de négocier un échelonnement de paiement en s'habillant de noir, en mettant une capuche, en prenant un fusil? Très sérieusement, ça ne tient aucun moment, cette histoire. Quant à ces coups de feu soi-disant accidentels, qui auraient d'abord tué Émilie, puis Laura, les policiers n'y croient pas non plus. 2 balles par accident qui touchent mortellement 2 personnes à très peu de minutes d'intervalle, ça tient pas du tout la route. Ces déclarations de garde à vue sont des déclarations, pardon de le dire, c'était mon client, mais qui sont mensongères. Guy Debuisson, avocat de la défense. Il tente d'une manière un peu maladroite de passer au travers des mailles de la justice. Et puis il y a une autre question, hein. Le corps d'Émilie comportait 40 plaies, elle a été poignardée à 40 reprises. La version d'Éric Gallo n'explique absolument pas le fait qu'elle a été poignardée à 40 reprises. 40 blessures à l'arme blanche. Voilà qui ressemble plus à une vengeance qu'à un accident. Reste encore pour la police la question des coups de piquet que Mehdi lui a donnés. Pourquoi Éric Gallo n'avait-il aucune plaie au thorax lors de sa première audition? Les enquêteurs vont s'imaginer que peut-être Éric Gallo portait un gilet pare-balles ce soir-là. Tout était calculé, tout est prémédité. C'est prémédité. C'est prémédité. Thierry Maclou, père de Laura. Tu prends le temps d'aiguiser un piquet de clôture. Tu prends le temps de scier les canons d'un fusil. Tu prends le temps de te mettre un gilet pare-balles. Tu viens pour tuer. Tu viens pour tuer, pour faire un massacre. Et à ce moment-là, donc, Éric Gallo est incapable de répondre de manière rationnelle et il se mure dans le silence. Éric Gallo refuse d'en dire plus. Pour le confondre, les policiers s'intéressent à son possible mobile, cette dette de loyer de presque 3 000 €. En étudiant l'historique de ses recherches Internet, ils trouvent ce qu'ils espéraient. Il s'est connecté sur son compte bancaire à 2h59 du matin, soit 45 minutes à peine avant la tuerie. Il voulait vérifier si Émilie Guérard lui avait bien transféré la somme qu'il attendait. Qu'est-ce qu'il y voit? Qu'elle n'a toujours pas payé comme elle s'y était engagée, et il part. Et il part avec son fusil, et il part quoi qu'il en dise avec son arme blanche, et il couvre son visage, et il part avec son brouilleur. Il est déterminé.
Les enquêteurs en sont désormais persuadés. Si Éric Gallo s'est livré à un tel massacre, c'est pour des raisons purement financières. Cet homme a tué sauvagement 2 femmes pour la somme de 2 913 € de loyer impayé. C'est absolument terrifiant. 2 913 € et une boucherie. Une horreur pour si peu. Je me dis qu'en fait, ma fille, elle a été tuée pour une histoire de loyer impayé. Alors que ma fille n'avait rien à voir dans l'histoire. Elle était là au mauvais endroit et au mauvais moment ce soir-là. Émilie Guérard accumulait les dettes de loyer car elle ne pouvait plus travailler suite à une fracture du talon survenue quelques mois plus tôt. Pour cet agent immobilier indépendante, les fins de mois étaient devenues difficiles. Pourquoi elle m'en a pas parlé? Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle avait des problèmes? Si elle s'était confiée, elle serait encore là aujourd'hui. Marie-Pierre Guérard, mère d'Émilie. Et Laura aussi. Parfois, je lui en veux à ma fille. Je sais très bien que nous, on était là, tes parents, pour t'aider. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Mais ça n'est peut-être pas tout. En plus du mobile financier, la police découvre autre chose qui aurait pu motiver cette expédition nocturne. Il y a une locataire qui raconte aux policiers que suite à un impayé, Delphine Velter, journaliste, police-justice. Éric Gallo lui aurait proposé de le payer en nature. Une autre locataire dira que lorsqu'il lui faisait la bise, il s'approchait parfois de manière assez déplacée de ses lèvres. Il pouvait se présenter chez elle au petit matin pour avoir des relations sexuelles. Et les policiers se demandent si finalement Éric Gallo n'avait pas eu des vues sur Émilie et peut-être lui a-t-il demandé de le payer en nature pour solder sa dette. Émilie étant une jolie fille, une très belle femme, très attirante, très sensuelle. Je pense qu'il était attiré par Émilie. Émilie n'a pas dû céder à ses avances. Et c'est peut-être pour ça que, malheureusement, elle n'est plus là aujourd'hui. Alors que Mehdi se trouve emprisonné depuis 3 semaines, Éric Gallo est à son tour mis en examen et écroué pour assassinat. Pour la presse, c'est un tremblement de terre monumental. Dans l'actualité de ce 6 décembre, l'incroyable rebondissement du double meurtre de Montauban. Un homme est passé aux aveux. Le jeune qui était suspecté est sorti de prison. Les enquêteurs ont donc évité ce qui aurait pu être une terrible erreur judiciaire. Que s'est-il passé derrière cette porte de la rue Gameau à Montauban? Depuis le 14 novembre et la découverte du corps de 2 femmes, le mystère restait entier. Après cette nuit d'horreur, sa garde à vue à l'hôpital, puis ses 3 longues semaines de détention, pour Mehdi, c'est l'heure de la délivrance. Mon avocate, donc Diane, m'a appelé, Marie-Pierre, c'est bon, Mehdi est libéré. Oh là là, j'ai pleuré. Ah, Mehdi, il va sortir, il faut que j'aille le chercher à Lavore. Je m'en vais, vite, je m'en vais. Et on a récupéré Mehdi. Il m'a dit, mamie, je suis content de vous retrouver. Il m'embrasse, il me prend dans les bras. Ah, mamie, je suis contente de sortir. C'était dur là-dedans, c'était très difficile. J'ai souffert. Il a perdu les 2 femmes qu'il aimait. Il a été désigné comme le coupable. Il n'a pas pu aller à l'enterrement ni de sa mère, ni de sa petite amie. Ce qu'il a vécu là, les 3 semaines, c'était pour lui l'enfer. C'est l'horreur pour un enfant. Tous les regards sont maintenant braqués sur Éric Gallo, le propriétaire de la maison. C'est un lâche, parce qu'il aurait dû assumer ses actes. Il aurait dû dire la vérité. Pas faire accuser à tort mon petit-fils. Vous vous rendez compte, le propriétaire aurait fait porter le chapeau à Mehdi. Et Mehdi,
Qu'est-ce qu'on aurait pensé, nous, du coup? Même s'il clame son innocence, Mehdi, on se serait dit, mais finalement, c'est lui qui les a tués. Alors comment cette affaire si rocambolesque, où l'on a frôlé l'erreur judiciaire, va-t-elle trouver son épilogue? Ce sera aux jurés de trancher. Cour d'assises du Tarn-et-Garonne à Montauban le 31 janvier 2023. 3 ans après la tuerie, Éric Gallo doit répondre du double assassinat de la rue Gameau. Face à lui, les familles d'Émilie et de Laura réclament justice. Le procès s'ouvre dans une tension extrême. La salle est bondée. Max Lagarrigue, journaliste à la Dépêche du Midi. De l'ensemble des familles et de curieux qui ont suivi cette affaire et qui a beaucoup marqué Montauban. Et dès l'entrée de l'accusé, Mehdi se met à hurler. Mehdi rentre dans une colère terrible. Diane Payrou, avocate des parties civiles. La simple vision de son agresseur ce jour-là lui est insupportable. Donc là, il a hurlé, il a crié, Mehdi. Ça a jeté un froid dans la salle. C'est difficile de se retenir et puis de le regarder et de se dire, putain, t'as tué ma fille, c'est toi que tu nous as levé la vie de notre fille et pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Mehdi le sait bien, il aurait pu se trouver dans le box des accusés. Éric Gallo, lui, adopte une nouvelle ligne de défense. Il invoque à présent un trou de mémoire, au grand désespoir de son avocat. Il est resté mystérieux, il est resté secret. Guy Debuisson, avocat de la défense. Jamais je n'ai pu percer le mobile et pourtant j'ai essayé, il y avait plusieurs possibilités, j'ai essayé de le faire, je n'ai jamais pu. Il ne se souvient plus de rien et il en est désolé et ça, il le martèle. Séverine Lheureux, avocate des parties civiles. Qu'est-ce que j'aimerais m'en souvenir? Je vous assure que je voudrais me souvenir, mais je ne me souviens de rien du tout. C'est terrible pour moi. En fait, il jouait beaucoup sur le fait qu'il était amnésique. Impossible d'en tirer davantage. Mais alors qu'il est sous le feu des questions d'un avocat, l'accusé s'interrompt brusquement. Il commence à avoir le visage pâle et à un moment donné, il va même lever un peu le bras. Il va commencer à se pencher. On le voit se recroqueviller, se replier sur lui-même. Il est plus blanc que jamais. Et finalement, il disparaît dans son box parce qu'il en vient à s'allonger sur le banc. À cet instant précis, alors que le verdict est attendu le lendemain, toute la salle retient son souffle. Et là, la présidente ou la juge, je sais pas qui. Elle dit, ça va pas, monsieur Gallo, ça va pas, monsieur Gallo. Thierry Maclou, père de Laura. Et là, il s'est effondré. Je crie dans la salle. Je crie dans la salle, arrête de faire ton cinéma, je lui dis. Arrête de faire ton cinéma, on sait que c'est toi, à vous et tout. Arrête de faire ton cirque et tout, là. Il réagit pas, il est par terre. Puis bon, on nous a dit de sortir. Les pompiers sont arrivés, et puis ils l'ont emmené à l'hôpital. Les médecins sont formels. Éric Gallo vient d'être victime d'une crise cardiaque en plein procès. Tout le monde envisage le pire. Parce que la pire chose serait qu'on ne puisse pas aller au bout de ce procès. Ce procès qu'ils ont attendu pendant plus de 3 ans. On est en train de tout perdre. Parce que cet homme-là, on l'a quasiment vu mourir sous nos yeux. On prie tous pour qu'il ne meure pas. C'est la seule chose qui nous obsède absolument, pourvu qu'il ne meure pas. Le lendemain, le procès reprend, mais devant un box vide, l'accusé n'est plus en état de comparaître. Résultat, la présidente renvoie l'audience à 2 ans plus tard, en 2025. On a dit, c'est pas possible, ça fait 3 ans qu'on attend le procès, et il faut attendre 2025. C'est pas possible. Alors moi j'ai dit, mais attendez, il faut le rejuger là vite, il faut le juger là dans 1 mois. Mais il faut pas attendre. Et on nous a dit, on peut pas, parce que les assises, elles sont complètes. Malheureusement, les parties civiles ne sont pas au bout de leur peine.
6 mois après, en juillet 2023, cet ultime rebondissement que tout le monde redoutait se produit. Il était le principal suspect dans le double meurtre de la rue Gameau à Montauban qui a secoué la ville en 2019. Éric Gallo est mort en prison. Il était accusé d'avoir assassiné une mère de famille de 38 ans et la petite amie de son fils, Laura, âgée de 18 ans. Son procès n'aura donc jamais lieu. C'est le plus dur à digérer, de savoir qu'il est présumé innocent. Parce que tous les faits sont là. Pour moi, il est coupable. Au vu de la justice, il n'est pas coupable parce qu'il n'a pas été jugé jusqu'au bout. Et ça, c'est difficile à accepter. Et là, voilà, ça a été le pire. Là, j'ai dit là, il n'y a plus de procès, il nous laisse comme ça là, aux yeux de la justice. Il est présumé innocent. C'est ça le pire. Présumé innocent. Et ma fille, elle est plus là. Plusieurs années se sont écoulées à Montauban depuis la tuerie de la rue Gameau. Les proches des deux victimes, elles, doivent vivre avec leur chagrin. En particulier, le jeune Mehdi. On a du mal à croire qu'il a pu échapper à ce massacre. C'est un véritable survivant, c'est un miraculé. Comme il m'a dit une fois, tu sais mamie, moi j'ai plus rien dans la vie. J'ai plus ma copine, j'ai plus ma maman. Heureusement que tu es là. Papy et mamie, vous êtes là pour moi. Au quotidien, je suis là pour lui. Je l'entoure d'amour, d'affection. Perdre un enfant dans ces conditions, c'est inacceptable, c'est pas facile. J'arrive pas à y croire. Même encore aujourd'hui, je la vois encore arriver. Je la vois arriver dans le chemin. Enfin, j'ai l'impression de toujours avoir l'espoir de la revoir revenir, en fait. Parce que j'arrive pas à m'imaginer qu'elle soit plus là. Ces deux familles, anéanties par la disparition tragique d'Émilie et de Laura, n'ont plus désormais que des souvenirs auxquels se raccrocher. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.